Alors merci de cette introduction. En fait, donc, ce matin, il faut qu'on parle de biodiversité. On va essayer de parler de champignons, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Derrière la biodiversité, il y a plusieurs idées reçues qui sont assez... C'est dur de dire fausses. On peut dire au moins elles ne correspondent pas à l'image que s'en font les scientifiques. Et surtout, ce ne sont pas du tout des idées qui aident à se servir de la biodiversité. La première, c'est que la biodiversité, c'est beau. Et j'évoquais ce que j'ai vu place de la République avant-hier matin alors que je pédalais vers la gare de l'Est. Encore un train. C'est une corneille qui est en train de bouffer un jeune merle qui était tombé du nid et qui ne savait pas voler, et donc elle le mangeait vif. Et ça, c'est la nature. C'est important de se souvenir que la nature, c'est ça aussi, parce que tout à l'heure, on va aborder un autre aspect justement de notre lien à la nature qui résonnera là-dessus. Mais partons de ça. Le virus de la Covid fait partie de la nature. Donc la biodiversité, ça n'est pas nécessairement beau. Beau, je vous rappelle que c'est ce qu'on a nous dans l'œil. Rappelez-vous le dictionnaire philosophique de Voltaire. Voltaire, il lit l'article sur le beau, il dit « Demandez au crapaud ce qu'il trouve beau et il vous répondra que c'est sa crapaude ». Donc ça, c'est dans l'œil de l'observateur. Et c'est pas nécessairement bon. Et ça, alors ça, c'est pas dans l'œil de l'observateur, c'est assez objectif. C'est bon pour nous, mauvais pour nous. Ça, ça peut s'évaluer de façon assez, sinon objective, du moins intersubjective. Et typiquement, le virus de la Covid, ça, c'est pas bon. La nature n'est ni bonne, ni belle. Et la biodiversité n'est ni bonne, ni belle. C'est important de poser ça parce qu'une fois de plus, si vous tapez sur un moteur de recherche biodiversité, vous allez voir des écosystèmes coralliens avec des tortues, des forêts avec des champignons. Et ce sera beau. Mais ce n'est pas nécessairement beau. Et ce n'est pas nécessairement bon, c'est ça dont il faut se souvenir. Maintenant, là-dedans, nous, on essaye d'avoir une forme d'empathie avec la biodiversité. On essaye d'avoir une forme d'empathie parce qu'on y est sensible. Et cette forme d'empathie, elle est souvent un peu bizarre. Et je vais vous en donner deux exemples. On a par exemple une quête du bien-être animal. Et honnêtement, moi, je n'ai pas de problème avec le bien-être animal. Au contraire, je vois même des pratiques qui, clairement, notamment dans les élevages intensifs, ne reflètent pas le bien-être animal. D'accord ? Enfin, elles ne peuvent pas le provoquer. Mais c'est quoi le bien-être animal ? Qu'est-ce que je sais, moi, de ce qui rend un chat heureux ou une vache heureuse ? Par défaut, on imagine que c'est ce qui nous rendrait heureux. Mais pardon, c'est pas évident du tout. Hein. D'ailleurs, la corneille était très heureuse, je pense. Le merle, moins, oui. Mais vous y êtes. Le bien-être animal, que ce soit un Graal, c'est une chose. Mais très souvent, on néglige le fait que ce qui peut rendre heureux un animal n'est pas ce qui nous rendrait heureux. En d'autres termes, un enclos n'est pas forcément un problème. Peut-être que c'en est un, peut-être pas. Qu'est-ce que j'en sais ? Souvent, il y a une forme d'anthropomorphisme dans notre façon d'aborder ça. Et cet anthropomorphisme, ces derniers temps, il a culminé avec des concepts qui ont revisité le végétal, comme l'intelligence des plantes. Et on nous montre, sous le nom d'intelligence des plantes, on nous montre un catalogue de propriétés des plantes qui sont absolument extraordinaires. Notamment le fait d'être capable de transmettre des influx nerveux. Alors on se dit, oh là là, enfin, des influx nerveux, excusez-moi, des stimuli électriques d'une partie à l'autre de la plante, qui, par exemple, permettent d'avertir le reste de la plante qu'il y a un stress ou un agresseur sur une feuille. On a des plantes qui comptent. Vous savez, la dionée qui se referme, hein, la plante carnivore qui se referme comme un piège à mâchoire sur les insectes. Il y a des petits poils sensibles sur la partie plate du piège qui vont déclencher justement un signal électrique qui va aller jusqu'à la charnière du piège. Et il faut trois stimulations successives pour que ça marche. Ça permet d'éviter que le piège se referme sur une feuille qui est tombée. Vous voyez, ou sur quelque chose d'inerte, il faut vraiment quelque chose qui bouge. Bon. D'ailleurs, pour que le piège reste fermé ensuite, il faut qu'il y ait du caca d'insectes qui soit libéré. Parce que ça veut dire qu'il y a un insecte qui se débat. Et vous savez, quand on se débat, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évacue les fesses. C'est pour ça qu'on a souvent des diarrhées avant les examens. Bon, le stress déclenche l'expulsion de tout ce qui n'est pas nécessaire.
Ça, on court plus vite ou on vole mieux. Et donc, le piège à donner, il est verrouillé par l'émission d'excréments par les insectes. Sinon, il se rouvre. Si vous tripotez avec une aiguille 3 fois, ça se ferme, puis ça se rouvre. Alors, c'est génial, hein. Elles peuvent compter. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que c'est de l'intelligence. Est-ce que vraiment c'est le mot approprié? Surtout que nous, quand on pense intelligence, on pense à la nôtre. De nouveau, on est dans une espèce d'anthropomorphisme et on ne voit pas ce qu'est le végétal. Et d'ailleurs, dans tous les textes sur l'intelligence des végétaux, si vous remplacez intelligence par adaptation, non seulement le texte ne change pas d'intelligibilité, mais en plus il a gagné en sens, car il vous dit la raison pour laquelle on observe la propriété, c'est de l'adaptation, c'est le produit de l'évolution, c'est parce que les individus qui portaient ces traits ont mieux survécu que les autres. Et ça va jusqu'à cette façon de ne pas prendre la plante pour ce qu'elle est, ça va jusqu'à s'indigner de voir tailler des plantes. Alors que la physiologie de la plante est complètement construite autour du risque de perdre des parties de soi-même. C'est vrai que pour nous, quand on perd un bras ou la tête, ça ne repousse pas, donc c'est mutilant. Pour la plante, évidemment, ce n'est pas une bonne chose, mais une plante, il arrive très souvent qu'elle soit mangée, il arrive qu'elle reçoive des chocs, il arrive que quand on pense à un arbre, il neige un jour trop tôt, et donc le poids de la neige retenue par les feuilles casse une branche, voire même une branche gèle ou la foudre tombe. Enfin, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ça implique que des fois on a effectivement des agressions comme ça. Et la plante est très bien construite de ce point de vue-là. La plante, elle est modulaire. Hein, elle fait une tige, une feuille. Une tige, une feuille. Une tige, une feuille. Et à l'aisselle de la feuille, il y a un petit bourgeon qui va faire une tige, une feuille. Une tige, une feuille. Une tige, une feuille. Bon, bah ça, cette modularité-là, elle permet, à l'inverse de nous qui avons un seul foie, un seul cerveau, un seul intestin, une seule vessie, là, quand on en enlève, c'est terminé. Cette modularité-là, elle est une préparation à la mutilation et la plante a des mécanismes cicatriciels, notamment ces bourrelets que vous voyez se former autour d'un endroit où on a coupé une tige, qui a des mécanismes cicatriciels qui permettent de résorber ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on faut tailler n'importe comment. Hein. La taille à l'épareuse sur les bords de route, ça, c'est vraiment de la foutaise. Mais en revanche, tailler une plante, c'est pas aberrant. Surtout si on la taille à une saison où ça ne pose pas de problème sur la mise en réserve ou des choses comme ça. Donc, nous en venons à la chose suivante, c'est que parfois comprendre comment est fait un organisme qui est différent de nous, ça permet de se préparer à le traiter différemment. Et le problème, c'est que, pour en revenir aux microbes qu'on a donc évoqués plusieurs fois en introduction, le problème des microbes, et donc, enfin, en introduction et notamment dans l'exposition que vous pourrez aller voir, c'est qu'on ne les voit pas. Alors, se projeter dans quelque chose qu'on ne voit pas, faire de l'anthropomorphisme sur quelque chose qu'on ne voit pas, là, c'est pas possible. Et du coup, l'anthropomorphisme ne nous donne carrément pas accès au microscopique. Alors, moi, je plaide beaucoup pour essayer d'avoir une approche du vivant qui respecte la plantalité de la plante, l'altérité d'une façon générale de l'autre. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que je ne veux pas avoir l'air trop de m'échapper de la biodiversité, mais quelque part dans la relation entre les deux sexes, par moment, on ferait bien essayer de savoir comment est construit l'autre, plutôt que d'imaginer que l'autre est simplement un autre soi-même. Hein ? Ça pourrait aider à comprendre que on n'a pas fait pareil et que, pour le coup, il y a peut-être une moyen de procéder mieux entre nous en prenant l'autre pour ce qu'il est. Cette capacité d'altérité, elle est vraiment importante. Hein. Donc, si j'en viens à notre perception de la biodiversité, elle est très clairement abîmée ou rendue incomplète, et notamment notre façon de traiter la biodiversité, par cette tentative, par cet anthropomorphisme, d'une part, et puis par cette croyance que la biodiversité, c'est bien. Non, la biodiversité, c'est pas bien, et la biodiversité, ça se gère. Alors quand je dis ça, les gens sont souvent un peu choqués. Parce que, oh là là, quand même, bah oui, tous les organismes vivants exploitent la nature et la gèrent. Quand un oiseau fait son nid, il instrumentalise des bouts de branches, de la terre, de la mousse pour faire un nid. Et il crée un environnement. Alors ceux qui font un peu de biologie, ça s'appelle construction de niche, hein, ce que je vais raconter.
Mais si vous n'avez pas fait de biologie, c'est simple à comprendre sans termes jargonneux. Hein. C'est que toutes les espèces aménagent leur environnement pour qu'il soit plus vivable. C'est être vivant, ça. Vous y êtes ? La question, c'est est-ce que c'est durable ou pas ? Alors vous allez me dire, ouais, alors l'homme est la seule espèce qui n'est pas capable d'aménager de façon durable et dans le respect de la biodiversité son milieu de vie. Ben non. Non. Non, des trucs bizarres comme ça, il y en a plein. Les lemmings, vous savez, autant, contrairement à ce qu'on entend dans un documentaire de Walt Disney où tous les lemmings se précipitent dans l'eau, ils courent tous ensemble dans l'eau. Alors ça fait partie de l'imagerie populaire, peut-être moins des jeunes générations, je ne sais pas, mais enfin, pour ma génération, j'ai vu ce dessin animé où on voit les lemmings qui se précipitent dans l'eau, tous ensemble, pour réguler leur population. Tu parles, la vérité c'est qu'ils ne sont jamais précipités dans l'eau. On en trouve souvent des morts, ça se reproduit très vite, hein, ça prend une grosse semaine pour une génération. Et ces petits rongeurs boréaux, ils prolifèrent, et éventuellement ils prolifèrent plus qu'il y a de bouffe. Et quand ils ont tout bouffé, ils meurent. Et on en retrouve morts, notamment au bord de l'eau, pas que. Et c'est ça qui a inspiré cette légende urbaine qui se suicide quand il n'y a plus de réserve. Mais le fait est que les lemmings sont une des nombreuses situations où une espèce surexploite son milieu en l'utilisant. Donc utiliser mal son milieu, hein, ça arrive. Peut-être que le moment, il faut vraiment le méditer, cet exemple que je vais vous donner, où la surexploitation ou l'endommagement du milieu par une espèce a été maximal, c'est cette extinction. Alors on dit souvent qu'il y a eu 5 extinctions et que nous vivons la 6e, je vais y venir. Hein. J'arrive à l'extinction. Mais il y a eu des extinctions avant ces 5-là. En fait, c'est les 5 qui sont bien documentées, parce qu'elles ont moins de 600 millions d'années, et on voit très bien qu'est-ce qu'il y avait comme fossile avant, que pendant il n'y en a plus beaucoup, puis que ça rebondit après. Mais il y en a eu avant. Notamment, il y en a eu une, vers 2 milliards d'années, qui a été liée à l'invention de la photosynthèse. Et avant la photosynthèse, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Or, l'oxygène, vous savez, c'est un oxydant puissant, ça fait des radicaux libres, donc c'est assez toxique si vous n'avez pas des moyens cellulaires de gérer l'oxygène et de gérer les formes toxiques qu'il génère. Donc alors à l'époque, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air, donc il n'y avait pas d'ozone. Vous savez que l'ozone, sa fabrication à partir de l'oxygène dans la haute atmosphère, piège les UV. C'est le fameux bouclier, la couche d'ozone qui protège. Donc tant qu'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de vie sur Terre. La question, c'était de vivre dans l'eau, parce qu'il n'y avait que dans l'eau que les ultraviolets étaient filtrés. Et dans l'eau, il y avait plein de fer. Il était ferreux, techniquement, c'était un fer soluble. Bon. Quand l'oxygène a été émis, ça a ratiboisé tous les trucs qui étaient sensibles à l'oxygène, pas de chance. Et 2, ça a oxydé le fer. Le fer a rouillé. Et on est passé d'un océan dans lequel il y avait du fer, mais à profusion, à un océan dans lequel il n'y avait plus de fer, et où tout le fer a précipité au fond. Il y a 2 milliards d'années, il y a d'énormes dépôts de fer qui se mettent en place. 95% de nos mines de fer viennent de là. Le fer donc est devenu indisponible. Alors aujourd'hui, vous vous en rendez pas compte parce que vous vivez sur Terre, et sur Terre, il y a le fer des roches, donc ça rentre dans les plantes et ça rentre en vous. Alors peut-être que certaines femmes ici savent que par contre, des fois, quand même, l'équilibre de fer, c'est un peu difficile à gérer. Hein. Ça reste pas quand même un truc très facile à obtenir. Et quand on a effectivement des règles toutes les 3 semaines, là, on peut avoir des problèmes de fer. Bon. Mais enfin, voilà, c'est pas le drame. Dans l'océan, c'est le drame. Toujours maintenant. Dans l'océan, si vous mettez au milieu du Pacifique, il n'y a pas beaucoup à pêcher, il n'y a pas beaucoup à manger. D'ailleurs, les bateaux pêchent sur la côte. Hein, parce que là, il y a du fer qui vient avec les rivières du continent. Si vous le mettez au milieu de l'océan, vous pouvez toujours rajouter du phosphate, de l'azote, tout ce que vous voulez. Ça ne fera pas se développer des algues, il n'y aura pas plus de poissons, pas plus de crustacés. Ce qu'il faut ajouter, c'est du fer. L'océan est toujours anémié. Ça fait 2 milliards d'années que cette histoire-là a fait que l'océan, même quand il y a de l'azote, même quand il y a du phosphate, il ne produit pas. Et d'ailleurs, les organismes océaniques du large ont des adaptations absolument extraordinaires. Là, c'est du beau. Ça, c'est mon œil qui le dit. Hein. Des adaptations extraordinaires pour se passer du fer pour tout un tas de processus cellulaires en le remplaçant par autre chose. Et pas des métaux, parce que les autres métaux aussi, il y a 2 milliards d'années, ils ont été oxydés, ils ont précipité en profondeur, notamment le vanadium. Et ça, la précipitation en profondeur du vanadium, ça a été une catastrophe globale. Moi, j'en parle rarement, mais comme là, on essaie de faire différentes d'habitude, je vais vous raconter le vanadium. C'est un métal qui servait dans l'enzyme qui transforme l'azote de l'atmosphère
en ammonium, et de là en acide aminé, et de là en protéines. Donc tant qu'il y avait du vanadium, c'était la fête. L'azote, c'était pas un problème. Aujourd'hui, l'azote, en général, il vaut mieux le trouver dans un autre organisme. Hein, parce que l'azote atmosphérique, c'est très difficile à utiliser. Ben oui, le vanadium, c'est devenu rare. On ne peut plus le dissoudre. Il est oxydé, tout comme le fer. Bref, à la suite de ça, 1, il n'y a plus de fer. 2, comme il n'y avait plus de vanadium disponible, je veux dire, hein, et tout ça a été sédimenté au fond. D'ailleurs, dans le fer des mines de 2 milliards d'années, il y a pas mal de vanadium. Comme tout ça était au fond, il n'y avait plus d'azote disponible. Pendant 1 milliard d'années, il ne s'est rien passé. C'est ce que les paléontologues appellent le boring billion, le milliard d'années chiant. Il y a très peu de fossiles et il n'y a pas d'innovation morphologique. Et puis à la fin du milliard d'années, certains organismes finissent par s'adapter à l'oxygène. Même les cyanobactéries ne sont pas à la fête, hein, parce qu'elles avaient, pardon, même les bactéries photosynthétiques qui avaient inventé la photosynthèse, elles n'étaient pas à la fête, hein, parce qu'elles avaient besoin de fer. Et puis pour l'azote, c'était chaud. 1 milliard d'années plus tard, l'adaptation à l'oxygène s'épanouit, des organismes qui tolèrent l'oxygène naissent, apparaissent. L'évolution a même généré des organismes comme vous, comme vos ancêtres, je veux dire, qui utilisent l'oxygène pour respirer. Mais enfin, ça a été une balle de très gros calibre tirée à bout portant sur la biosphère par la biosphère. Vous y êtes ? Donc, j'en viens à ce que je disais, que les organismes aménagent leur milieu et l'exploitent, ça arrive, et qu'ils le bousillent en faisant ça, et qu'ils se bousillent éventuellement, mais les mines, ça arrive, hein, c'est naturel. Vous y êtes ? Et ça donne envie de se dire, le vivant n'est pas fait d'équilibre ou de permanence, il est fait d'innovations dont certaines sont catastrophiques. Si ça vous rappelle l'évolution culturelle, c'est pas un hasard, parce que l'évolution culturelle, ok, c'est un type d'évolution comme un autre. Hein. Bon. Donc le vivant, c'est quelque chose qui est fait d'innovations permanentes, dont certaines sont catastrophiques, et il vaut mieux éventuellement gérer ce qui se passe, d'accord, pour éviter que ça aille dans le décor. C'est-à-dire aussi bien gérer certaines dynamiques naturelles que gérer les dynamiques que nous lançons nous. Ce n'est pas une façon de dire « Oh là, bah, c'est normal que ça rate, puisque ça a déjà raté ». Non, c'est de se dire que en fait, le pilotage de l'exploitation du milieu, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et quel pilotage alors ? C'est là qu'en fait, il faut bien comprendre comment marche le milieu où nous nous épanouissons au maximum. Il faut bien comprendre la place des organismes dans ce milieu en tant qu'eux-mêmes, avec leur altérité. C'est-à-dire pas en se disant oh, les plantes elles sont intelligentes ou oh, les animaux, et c'est pas normal qu'ils aient pas le droit d'aller au cinéma, ils s'en branlent. Hein. Moi je serais malheureux si on me privait de livres. Mais, hein. Donc l'idée c'est d'essayer d'approcher les organismes en ce qu'ils sont pour voir ce qu'ils font et comment ils peuvent le faire le plus correctement. Et moi je suis pour une biodiversité qui est accompagnée. Alors cela dit, accompagner la biodiversité, malheureusement, ça ne veut pas dire foutre tout le temps les doigts dedans. Pourquoi ? Et là, j'en viens aux racines de la crise de biodiversité qu'on vit. C'est que les organismes, ils évoluent. Et ils sont le produit, en réalité, de la sélection qui s'est exercée sur les générations précédentes. Tous les organismes qui vivent aujourd'hui ont des ancêtres qui étaient adaptés au milieu de vie où ils étaient et qui ont non seulement pu exploiter ce milieu correctement, et donc pu faire beaucoup de descendants. L'adaptation, c'est un truc bizarre, c'est qu'on est adapté aux conditions qu'ont vécues nos ancêtres. D'accord ? Mais les conditions peuvent changer. Tiens, par exemple, le climat peut changer. Ou alors, une espèce un peu invasive peut inventer des molécules comme le lindane. Et là, vous recevez du lindane, vous n'y êtes pas forcément habitué. C'est un insecticide. Hein. Rassurez-vous, il est interdit depuis 1998. Bon, malheureusement, la moitié d'entre vous en contiennent encore, mais ça, c'est un accident qui, quand ils seront morts, c'est bon, les suivants en contiendront moins. Quand on laboure, il y a des espèces qui ne sont pas habituées au labour. En fait, l'homme, quand il gère, il rajoute, quand il gère par rapport à son exploitation, il rajoute des contraintes. Et à ces contraintes, les organismes qui sont présents ne sont pas forcément adaptés. Donc nécessairement, quand on fait quelque chose dans un écosystème, c'est même à marcher. Hein. Vous marchez en forêt, de temps en temps vous avez envie de pisser, la forêt devient plus eutrophe quand elle est fréquentée par des gens qui se baladent. Hein. Et
Puis il y a la zone où il marche qui est un peu plus tassée qu'elle ne le serait si elle l'était seulement par le grand gibier. Bon. Quoi que vous fassiez quelque part, vous changez les règles du jeu, et il y en a, par chance, ça marche. Il y en a d'autres, ça marche moins, mais ils peuvent s'adapter, et il y en a d'autres, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez préserver la biodiversité, on ne sait toujours pas pourquoi on veut la préserver, mais on va y venir. Si vous voulez préserver la biodiversité, il faut qu'il y ait des espaces où il y a le moins de contraintes possibles. Comme ça, vous êtes encore dans l'état des caractéristiques de milieu qui fait que toutes les espèces qui nous entouraient au départ peuvent exister. Dans ces milieux-là, s'il n'y a pas de contraintes, ce qu'on appelle une libre évolution, eh bien, toute la diversité qui était là avant, elle a de bonnes chances de rester. Bon, à part que le climat change, qu'il y a un peu de microplastique qui arrive, mais à part quelques pollutions diffuses, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut 30% de réserve. 30% de la surface en réserve. Parce que là, on n'intervient pas, on limite la visite, et on n'a pas changé la règle du jeu. Donc, ceux qui avaient eu la chance de marcher, de gagner avant et d'avoir des descendants, leurs descendants auront encore des descendants. D'accord ? Après, dans les autres zones, il va falloir avoir non seulement des corridors qui permettent de rejoindre entre elles. Alors ça peut être des haies, par exemple, vous voyez, ou ça peut être des rivières peu entretenues. Des corridors qui vont rejoindre ces réserves entre elles pour qu'il y ait des circulations, pour éviter de fragmenter trop les populations de différents organismes, parce que dans ces cas-là, l'isolement génétique, vous savez, enfin moi je suis breton, je peux vous dire, à l'époque où on se mariait avec des cousins ou des cousines, mais qui étaient aussi des sœurs, parce que, bon, c'est pas très bon, donc il faut entretenir des échanges, mais ces échanges ne nécessitent pas que les corridors soient des réserves, il faut que ce soit des zones de passage. Typiquement, c'est le pont entre deux morceaux de forêt séparés par une autoroute, le pont végétalisé, où peuvent circuler des bestiaux, par exemple, des insectes ou des choses comme ça, qui ne pourraient pas passer l'autoroute par ailleurs. Bon. Et puis, dans les endroits où on va gérer vraiment, là, on essaie de gérer d'une façon qui est la moins impactante possible, c'est-à-dire on minimise les pressions de sélection. Et là, on fait comment ? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'utiliser au maximum des mécanismes écologiques existants déjà et de ne pas rajouter de nouvelles choses. Par exemple, il vaut mieux, quand on veut produire, ne pas labourer le sol parce que ça préserve la biodiversité du sol. C'est un exemple, ça. Alors, on peut y arriver, sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à y arriver sans glyphosate, mais le fait est qu'un sol non labouré, même si on désherbe au glyphosate, il est plus vivant qu'un sol labouré parce que ça fait chier. Mais tout toxique que soit le glyphosate pour plein d'organismes du sol, il est moins toxique que le labour. En fait, bien gérer, ça veut dire choisir la pression de sélection qui est la moins violente. Aujourd'hui, c'est le glyphosate. J'espère que demain, ce sera encore autre chose, d'accord ? Parce que moi, j'ai pas envie qu'on continue durablement avec le glyphosate. Mais pour l'instant, il faut bien dire que pour la biodiversité, il vaut mieux pas labourer et mettre du glyphosate. Oui, ça fait chier, mais comme dit Bachelard, accéder à la science, c'est accepter de renier un passé. Si la science, c'est juste quelque chose qui va dans le sens des durs sub, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas un propos pour le glyphosate, c'est un propos pour l'idée qu'actuellement, c'est un peu comme quand on a un plâtre parce qu'on s'est cassé le bras. Pas labourer et mettre du glyphosate, c'est le plâtre. Il va falloir le casser, le plâtre. D'accord ? Je ne suis pas en train de faire l'apologie du glyphosate, là. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut choisir les techniques les moins impactantes. Je ne voulais pas t'interrompre. Je voulais juste te dire que peut-être qu'on peut passer à deux, trois questions pendant 5 minutes, une fois que tu as conclu. Puis après, on aura la chance de te retrouver dans un autre... Ça te va ? Oui, ça va. Mais je voudrais surtout arriver à un point de conclusion. Justement, c'est pour ça. Et cette conclusion, c'est on ne sait toujours pas pourquoi on veut entretenir la biodiversité. Là, on sait comment maintenant, avec un maillage de réserves et de pratiques optimisées. Bon, en gros, je vous ai parlé de l'agroécologie, mais il n'y a pas que ça. Il y avait Biomime Expo au Parc Floral, là où on voyait qu'il y a même dans des domaines très technologiques des choses que l'on peut reprendre du vivant. Mais, et donc, évidemment, quand vous utilisez le vivant, vous le préservez peu ou prou. Ce qui est vraiment important, c'est maintenant de se poser la question de savoir pourquoi on a besoin de la biodiversité. Et cette dernière question-là, elle n'est pas triviale du tout. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de toute la diversité. Je vais prendre un exemple paroxystique, c'est toutes les maladies infectieuses. On n'en veut pas. D'accord ? Et je vous invite à réfléchir là-dessus. En fait, on ne veut pas préserver toute la biodiversité. Mais notre problème,
c'est que si je reviens au côté utilitariste de la biodiversité, si je vois l'homme comme une espèce qui exploite son milieu, comme toutes les autres espèces, je m'aperçois que par rapport à toutes les autres espèces, l'homme a une particularité, c'est qu'il exploite beaucoup d'autres espèces. Le ver à soie, le cotonnier, le mouton, le bœuf. Juste pour prendre un exemple. Et si vous allez sur le marché qui est en face, vous allez voir, il y en a des espèces. Si à la fin du XIXe siècle, on se dit, oh alors, est-ce que je vais conserver Céphalosporium, les champignons du genre Céphalosporium? Alors vous les conservez puisque vous aimez les champignons, très bien. Mais j'en dis, Céphalosporium, ça... Ah bah oui, mais on leur doit les céphalosporines. Dans les années 50, on invente des antibiotiques, enfin on découvre qu'ils ont des antibiotiques qui nous permettent de sauver des vies. Vous y êtes? De même, il y a des champignons qui produisent des statines, qui permettent de lutter contre le cholestérol, ou la cyclosporine, qui est quelque chose qui permet d'empêcher les rejets de greffe, parce qu'en fait, ça calme le système immunitaire. C'est un outil de lutte pour le champignon, c'est quelque chose qui détruit l'immunité. Mais nous, on le mobilise pour éviter les rejets de greffe. Vous y êtes? Donc, qu'est-ce que vont utiliser nos enfants pour lesquels il faut qu'on garde l'espèce? Je vais vous dire, si je savais, j'aurais déjà le prix Nobel, parce que j'aurais raconté cette utilisation du vivant ou de cette molécule. Vous y êtes? Donc il y a cette espèce de réservoir d'innovation qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on doit garder ou pas. Mais il y a plus. Il y a des mécanismes écologiques qu'on ne connaît pas. 70% de l'azote est recyclé par des bactéries qu'on appelle des planctomycètes et qui font un métabolisme très tordu. 70% de l'azote décomposé de cadavres est recyclé par ces bactéries. Il y a 12 ans, on ne connaissait même pas leur nom. Et en fait, on s'est aperçu qu'elles existaient. Alors, au début, les gens ont dit, ouais, encore un truc bizarre. On s'est aperçu qu'elles avaient un rôle écologique majeur. On ne savait pas les cultiver, donc elles étaient passées inaperçues. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, tous les cycles de l'azote que j'ai dessinés et enseignés, moi, jusqu'à il y a 10 ans, sont achetés, quoi. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas l'une des 3 voies à sauver si on veut faire un dessin en 3 flèches. Et ça, c'est important. C'est qu'en fait, cette incapacité que nous avons à prévoir ce qui nous est utile, biotechnologiquement, on parlait d'antibiotiques, elle est vraie écologiquement aussi. Nous ne savons pas encore avec précision ce qui fait qu'un sol est fertile. On a des bribes de ça. Puis il y a même des gens qui ont écrit des livres là-dessus, sur les sols. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout, aujourd'hui, le détail de qui fait quoi. Ou de qui permet à quelqu'un d'autre de faire quoi. Donc, le principe de précaution, c'est de garder le maximum de ça pour nos enfants. Je viens de vous proposer une façon à la fois de ne pas voir la nature comme le reflet de l'homme et aussi de ne la voir que comme l'usage qu'en fait l'homme ou l'avenir de l'homme. Vous trouvez peut-être ça paradoxal, mais si vous y réfléchissez, ce discours-là risque d'être plus audible que le discours d'un Hans Jonas qui dit qu'en matière d'environnement, il faut agir de sorte... C'est un philosophe néo-kantien allemand qui nous dit, dans les années 80, je crois, il nous dit, il faut agir en sorte que l'humanité de demain puisse toujours avoir une vie aussi noble et décente que la tienne. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut être beaucoup plus utilitariste. La morale, notamment la valeur morale qu'aurait la biodiversité, je n'y crois pas pour mouvoir les gens. Il faut vraiment voir l'intérêt direct que nous avons dans la nature. Et pour ça, il ne faut pas voir la nature comme simplement le reflet de l'homme. Voilà, je vais avoir mon petit micro qui va fonctionner. Merci beaucoup Bertrand. On va prendre 2-3 questions et ensuite on va faire ce qui était prévu. Alors on avait prévu que Marc-André parlerait d'abord devant 250 personnes, puis en petit comité. Bon, il se trouve que c'est petit comité, mais on va quand même proposer, peut-être que tu vas rester ici d'ailleurs, que tu puisses continuer dans un format un peu plus intimiste, on va dire. Et puis, il y a 2 ateliers qui sont organisés en parallèle dans 5-10 minutes. Un atelier qui s'appelle la fresque de la biodiversité, mais qu'on a condensé en 45 minutes, et un autre atelier qui s'appelle Déclic biodiversité, qui est issu de Mission Biodiversité et qui lui permet de comprendre les interrelations entre nos activités humaines et la biodiversité, et donc de trouver une voie ou de d'écrire une voie vers l'engagement. On va prendre quand même 1 ou 2 questions, 2 ou 3 questions ici.
rapidement, et puis après, vous aurez la chance de pouvoir continuer Une à question discuter avec Marc-André. Une question sur les champignons? Oui, j'ai l'impression, là, le rhizome. Non, pas du tout. Non, c'est pas une question sur les champignons. C'est une question qui me taraude un peu, qui est difficile. C'est une question sur la liberté. Je reprends 3 mots que vous avez dit. Vous avez dit qu'il faut laisser le moins de contraintes possible. À un moment, vous avez dit un oiseau qui fait son nid, il gère. Quand on gère, moi je pense qu'il y a une liberté qui est convoquée. Et puis vous avez parlé de remplacer l'intelligence par l'adaptabilité et que la plupart des textes étaient encore très lisibles. Et quand on pense ça, on tombe dans quelque chose de plus passif. Voilà, la liberté, elle me taraude. Je me suis intéressé à la question de donner une personnalité juridique aux êtres vivants. J'ai plutôt renoncé au bien fondé de cette question, parce que la liberté me posait problème. Donc voilà ma question. Diriez-vous que l'homme se berce d'illusions avec sa liberté, ou qu'il existe une liberté hors de l'homme? Voilà. Si ma question vous ennuie, j'en pose une plus facile, c'est quelle est l'altérité des archées? J'ai du mal à penser les archées. Donc Oh, vous n'êtes pas le seul. Hein. Oui, alors on va prendre la première question, et tu as 3h30. Alors, non, mais on doit pouvoir résoudre ça plus simplement. Bon, l'oiseau, il ne gère pas de façon libre, il gère souvent de façon instinctive. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment sont faits les nids de chaque espèce d'oiseau. C'est extrêmement répétitif, il y a très peu de choix. Il y a un peu de plasticité par rapport aux matériaux disponibles, bien sûr, hein, mais il y a peu de choix. La liberté, c'est cette illusion que nous avons parce que nous sommes conscients de l'existence de plusieurs options et qu'à un moment, nous en choisissons une. Et ça nous a inspiré l'idée de la liberté. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point elle se développe. Et sans rentrer dans un discours philosophique jungien sur la prédétermination, le fait qu'on ait pensé, et que donc, chaque fois qu'on pense à quelque chose, en gros, c'est notre éducation qui s'exprime à travers nous, et que donc on est complètement déterminé, hein, sans rentrer dans ce déterminisme-là, je voudrais vous dire que la liberté, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux quand le virus de la Covid circule. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux quand il n'y a plus rien à manger. Donc en réalité, je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait qu'on se représente avant tout, c'est que la nature, elle peut être, surtout si on n'a pas anticipé et géré notamment la biodiversité comme un réservoir d'innovation et de ressources, mais pas que ça, hein, la nature est dictatoriale. La nature est au-dessus des lois, et notamment au-dessus de toutes les lois qui instaurent des libertés. Je me rappelle que Gérard Larcher a voulu absolument qu'on aille voter pour le premier tour des municipales quand la Covid est arrivée, parce que c'était constitutionnel. Bah ouais, c'était constitutionnel, et ça a fait un rebond d'épidémie, et à la fin, on s'est tous retrouvés enfermés. Bon, on l'aurait été de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qui limitent notre liberté de fait. Or, souvent, on a l'impression que c'est toujours les autres. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, Stuart Mill. Mais en réalité, c'est plus compliqué. C'est vrai aussi avec les autres espèces. Mais par contre, j'aime bien la liberté comme illusion. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis demandé est-ce que je prendrais un croissant au beurre ou pas. Et j'ai eu l'impression d'être libre quand j'ai pris le plus mauvais pour moi et pour l'environnement. Moi, c'est une... Ça fonctionne ? Oui. Moi, c'est une question par rapport à une expérience très personnelle que j'ai vécue assez récemment. Je fumais une clope avec quelqu'un de ma famille, qui est parent de 3 enfants. Et il jette son mégot dans les égouts. Je lui dis, bon là c'est pas cool, il y a une poubelle qui est juste à côté. Et voilà, il me regarde et il me dit, mais toi t'es pas mal écolo, non, hein, sur ce ton un peu arrogant, un peu hautain. Et sur le coup, je ne l'ai pas calculé plus que ça, parce que des gens qui pensent comme ça, il y en a plein. Mais a posteriori, je me suis dit... et vous en avez parlé, hein, de la responsabilité qu'on avait vis-à-vis des générations futures. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a mis profondément en colère. Comment ces adultes-là qui peuvent ne pas considérer en fait des enjeux, ou refusent de s'intéresser à des enjeux qui vont concerner directement la sécurité de leurs enfants, sanitaires ou autres. Hein. Oui. Non, mais c'est sûr. Alors, bon, je comprends l'énervement. Après, les gens, ils sont... Et là, bon, alors, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont quand même ce qu'ils ont été faits. Quelque part, la sensibilité qu'on a à l'environnement, elle dépend de la façon dont on a été initié très jeune à voir l'environnement et les conséquences. Et je le dis très souvent, moi je préside la fédération Biogé, qui est une fédération qui réunit le muséum, des académies, comme celle des sciences, d'agriculture, de médecine, des sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, des associations d'entreprises, des fondations d'entreprises, BIOGEE. Et nous, on pousse, on veut qu'il y ait plus de formation aux sciences du vivant, alors avec plus d'interdisciplinarité, hein, c'est pas juste les biologistes vont sauver le monde, il faut qu'on s'intéresse aux objets du vivant, il faut notamment plus de biologie
mais pas que. Et on pense qu'en fait, cette personne qui était en face de vous, elle est le produit d'un aveuglement qui est ce sont les angles morts de sa formation. Bon. Alors après, je voudrais maintenant que vous interrogiez sur la chose suivante. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pilote pas, y compris des choses au fond. Et on s'arrêtera là, d'accord? D'accord. Et après, on ira dans la salle des mariages. Non, parce que sinon, ça peut repartir 2h30, hein, mais voilà, il est Les tabous, tu intarissable. m'avais dit 3 heures. Non, mais c'est après, c'est après. Donc, C'est un petit break, on fait un petit break. on a des tabous. Par exemple, si je me déshabille devant vous, ou si je me mets à faire... Non, on va pas la salle. prendre cette option-là, si tu veux bien, Marc-André. Alors, ça, c'est tabou. C'est quelque chose, ça se fait pas. Jérôme ne veut pas qu'on le fasse, en tout cas. Non, pas maintenant, si tu veux, on peut en discuter, mais pas tout de suite. Mais vous voyez, le truc, c'est que ça va tuer personne. Il n'y aura pas de mort. Et même si je fais pipi dans un endroit où ça arrive au sol, que ce soit en public ou pas, c'est même bien. Le mégot de cigarette, l'emballage plastique qui va être jeté dans l'environnement, se fragmenter en microplastique et en perturbateurs endocriniens à la fin, ça, c'est nocif. Mais ce n'est pas tabou. Ce n'est pas un grand interdit. Or, excusez-moi, mais les interdits, il n'y a qu'à voir qu'ils ne sont pas les mêmes dans différentes civilisations. D'accord? Le fait d'être nu, par exemple, il y a des tas de civilisations où c'est pas... Eh bien, ça se construit. Et on construit de la merde. C'est-à-dire des tabous qui ne servent à rien. Et on revient à la formation. Voilà. On a des tabous erronés. Merci beaucoup, je propose qu'on applaudisse Marc-André.